Vous êtes sur la télévision Labariche et merci d'être avec nous pour un point de l'actualité dont en voici le sommaire. À quoi va-t-on assister à la cérémonie d'intronisation du chef de canton de Madawa en avril prochain? Deux camps s'affrontent et chacun se prévaut de la légalité. C'est déjà chaud bouillant et le pire est à craindre. Le mouvement des jeunes citoyens pour la paix et la stabilité sociale tire la sonnette d'alarme. Vous l'entendrez dans ce journal. Premier tour des élections municipales en France, le taux de participation est en légère baisse par rapport à 2008 et des élections qui ont valeur de test pour François Hollande après 2 ans au pouvoir. Voilà donc pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. En plateau avec nous ce soir, M. Zaberou Yakouba, représentant résident de l'EAA Eau et Assainissement en Afrique, pour parler avec nous de la Journée mondiale de l'eau célébrée hier 22 mars. M. Zaberou Yakouba, bonsoir. Bonsoir. Et à tout à l'heure. C'est le titre du jour, l'intronisation de tous les dangers qui se profilent à la chefferie de Madawa. Deux camps s'affrontent en effet, la polémique fait rage et le ton se durcit. Le mouvement des jeunes citoyens pour la paix et la stabilité sociale tire la sonnette d'alarme. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, j'ai appris avec regret qu'il y a des événements similaires qui vont se tenir et qui sont d'ailleurs même en train d'être organisés à Madawa. Il s'agit de l'intronisation de l'actuel chef du canton du gouvernement de Madawa, et Alhaji Mohamed Maniro Magajorogo, qui est prévu pour le 12 avril 2014 à Madawa. Et effectivement, parallèlement, il s'agit d'une organisation encore qui porte sur la même chose, celui de l'ex-chef du canton, le nommé Alhaji Mohamed Bao, dans le comité d'organisation qui a fixé une date le 5 avril, lui aussi, à Madawa, pour la commémoration d'un événement encore coutumier. C'est une situation vraiment lamentable, c'est une situation vraiment qui du coup, qui a amené la population de Madawa dans une situation d'incertitude. Nous avons reçu beaucoup de coups de téléphone, les gens nous posent la question, qu'est-ce qui se passe exactement par rapport à cette affaire? Effectivement, c'est une inquiétude totale. Connaissant très bien le canton de Madawa, qui est un canton vaste, environ plus de 600 000 habitants qui s'adonnent essentiellement à l'agriculture et à l'élevage. Et jadis, cette population-là vivait en symbiose avec l'ensemble et là, le tissu social vraiment elle est solide. Aujourd'hui, il est regrettable à ce qu'on apprend ce genre de situation-là aussi et au vu de tout le monde que les familles vont se déchirer et probablement on ne sait même pas ce qui va arriver au jour J par rapport à ce genre de manifestations. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Bon, ce qui explique cela, réellement, il faut voir du côté des autorités, surtout le gouvernement de la 7e République, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, qui est en charge chez le ministère de la tutelle, qui doit se prononcer effectivement pour mettre fin à cette situation d'incertitude, à cette situation-là catastrophique qu'on ne sait où elle va nous arriver. Donc c'est quoi? L'autre chef de canton-là, elle prétend dire qu'elle est détenteur d'un arrêt de la cour d'appel qui le rétablit de ses fonctions. Et l'actuel chef de canton, qui est là en exercice aujourd'hui, lui aussi, il y a un arrêté du ministre de l'Intérieur qui confirme sa nomination, son élection. Donc, les deux camps, chacun se croit en possession de la vérité. Donc, ceux qui peuvent départager cette affaire, ce n'est rien d'autre que les autorités qui sont en place. Et en premier lieu, j'interpelle effectivement le président de la République. Il faut qu'on fasse vraiment il faut qu'on revoie cette situation pour voir exactement mettre fin à cette situation. Affaire à suivre donc. À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau hier, 22 mars, un reportage, un clin d'œil de la rédaction de la télévision Labari au Garoua, les célèbres vendeurs d'eau de la capitale. Nous les avons suivis et tenté de savoir comment s'exerce ce métier, les tarifs en vigueur et l'avis du consommateur. Voyons cela. L'eau, source de vie du temps. Elle est aussi source de revenus pour certains. La vente d'eau, communément appelée garoua, est une activité exercée généralement par des jeunes maliens. Pour ce faire, il faut disposer d'une charrette, des bidons et être en forme. Car pour pousser la charrette bien chargée, il faut avoir une certaine énergie. Cependant, ces derniers temps, cette activité ne génère pas assez de revenus à cause de l'extension du réseau de fourniture d'eau.
Ça fait 5 ans que j'exerce ce métier de garoua. Je peux vendre 10 charrettes par jour. Mais ces derniers temps, on risque d'arrêter à cause des branchements sociaux des pompes. Les Garois, on les croise surtout dans les quartiers périphériques dont ils assurent le ravitaillement en eau à la grande satisfaction des habitants des quartiers. Les Garois qui nous amènent de l'eau, on les trouve à tout moment quand on a besoin d'eau. Grâce à eux, nous faisons nos travaux sans difficulté et l'eau est propre. Les Garois nous facilitent les tâches. On n'a pas de problème avec eux. Nous payons le bidon à 25 francs. Pour éviter les risques de contamination aux consommateurs, cette eau doit être bien entretenue et transportée dans des conditions acceptables. Les précautions qu'ils doivent prendre au même titre que les revendeurs de denrées alimentaires, on doit d'abord délivrer des certificats de vente de cette denrée. Et de deux, ils doivent avoir quand même des récipients de conditionnement et non trués. Ils doivent protéger cette eau pour ceux qui ne le font pas. Et heureusement, quand même, la plupart, c'est dans des bidons. Et cette eau ne doit pas être conservée, en tout cas durant des jours, dans ces récipients fermés hermétiquement. Quand on ferme hermétiquement, ça peut être source de développement de ces bactéries. Surtout les salmonelles et autres bactéries qui peuvent se retrouver dans l'eau. Cette activité noble nourrit son homme et le met à l'abri du chômage. Nous en venons donc à notre invité, monsieur le représentant résident de l'EA. Bonsoir et merci d'être là. Merci beaucoup. Vous venez de voir le reportage, nous sommes au XXIe siècle et à Niamey, la capitale, il y a encore des quartiers, des pans de la ville de Niamey qui ne sont pas encore branchés à l'eau courante. Quel commentaire vous en faites? Merci de me donner cette occasion pour parler de la problématique de l'eau au Niger. Effectivement, en suivant le film, le problème qui se pose, en fait, c'est le problème d'extension de la ville par rapport au réseau de la Seine. Et je pense que la Seine n'a pas pour le moment le moyen de suivre le développement de la ville. De telle sorte que effectivement, certains quartiers périphériques n'ont pas eu de branchement. Mais le problème qui se pose, surtout, c'est que ces quartiers, ils achètent l'eau plus chère que ceux qui sont, par exemple, au centre-ville. La bonne dame a dit qu'ils achètent le seau à 25 francs. Le bidon, je crois que c'est de 20 à 25 litres. Quand vous faites le calcul du mètre cube, ça doit faire 25 fois... 25, pour 1000 mètres cubes, ça fait combien? Ça fait 20, plus de 20 seaux. Donc, en tout cas, achète l'eau 4 fois plus cher que ceux qui ont un branchement particulier. L'autre problème qui pose, le technicien l'a dit, c'est le problème de la qualité de l'eau. Et effectivement, les porteurs d'eau, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le moyen de prendre toutes les précautions pour vraiment hygiéniser l'eau, comme on dit. Et ensuite, c'est sûr que cette eau-là, on amène les bidons, ils peuvent le garder pratiquement des semaines, des mois, peut-être sans même le laver. Et ça pose un problème de santé humaine. Et je pense que ce qu'il faut faire, c'est pouvoir, puisqu'on ne peut pas les supprimer, c'est de pouvoir les former sur l'hygiène de l'eau. Oui, la particularité de cette année, monsieur le représentant résident, sur la commémoration, je dois dire d'abord félicitations, vous avez commémoré hier la journée mondiale de l'eau. Merci beaucoup. Quelle est la particularité pour cette année? Oui, la journée mondiale de l'eau, il faut le rappeler, elle a été suite à une résolution des Nations Unies depuis 1992. Et depuis 1992,
on célèbre tous les 22 mars la journée mondiale de l'eau. En fait, à quoi elle sert cette journée-là? En fait, c'est pour pouvoir sensibiliser le public par rapport d'abord à l'importance de l'eau, tout le monde le sait, et aussi surtout pour sa gestion durable. C'est la gestion correcte de l'eau, parce que il faut dire, à travers le monde, l'eau tous représente pas plus de 25%. Tout le c'est l'eau de la mer. Et l'eau de la mer, pour l'avoir, ça demande beaucoup de moyens pour potabiliser cette eau-là. Et par exemple, quand vous prenez le Niger, on n'a pas de mer. Donc, c'est dire qu'on doit se contenter de la ressource que nous avons. Quel est le véritable problème qui se pose au Niger? Est-ce un problème d'accès à l'eau ou de gestion de l'eau? Les deux. Les deux se posent. Les deux se posent. Par rapport à l'accès, parce que vous avez le problème de mobilisation de cette eau-là. Vous avez certaines zones où l'eau est à plus de 500 voire 1000 mètres de profondeur. Il faut beaucoup de moyens pour la mobiliser. Vous avez certaines zones où l'eau de sous-sol même, c'est difficile de la trouver, elle est rare, parce qu'elle n'existe même pas. Quand vous prenez la région de Zender, le sud de Maradi, certaines zones de Tillabéri, quand bien même il y a le fleuve, l'eau souterraine est rare dans ces zones-là. Et ça ne peut pas alimenter de grosses villes. Je pense que c'est ça qui explique le problème de l'eau de Zender, par exemple. Oui, pour revenir à vous spécifiquement, vous êtes le représentant résident de l'EA au assainissement en Afrique. Exactement. Vous liez l'eau et l'assainissement, parlez-nous-en. Oui, parce que ça c'est deux couples. C'est un couple, disons. Parce qu'on ne peut pas dissocier l'eau à l'assainissement. Quand vous dites vous donnez de l'eau potable, il faut que cette eau-là, depuis la source du puisage, en passant par le transport, en passant par le dépôt de cette eau-là jusqu'à la consommation, il faut que sur toute la ligne, l'eau soit potable. C'est-à-dire qu'il faut un assainissement autour de cette eau-là. Quand vous avez, par exemple, un milieu mal assaini qui se trouve dans un endroit d'épuisage de l'eau, vous savez très bien que cette saleté entre griffes peut souiller l'eau, peut rendre l'eau non potable. Quand vous avez dans votre concession beaucoup de saleté, vous déposez beaucoup de ordures, ça peut souiller votre eau. Donc c'est pourquoi et maintenant quand vous allez par rapport aux excréta, quand vous n'avez pas suffisamment de toilettes, ou par exemple vous allez au niveau des toilettes, en sortant des toilettes, vous ne vous lavez pas les mains, vous allez souiller cette eau-là. Ce qui veut dire que l'eau et l'assainissement sont intimement liés. Absolument. Poursuivons ce journal Niamey. Donc on parlait de Niamey, des Garoua, et restons-y pour parler cette fois-ci de l'insalubrité omniprésente, et c'est peu que de le dire. Malgré en effet la création des ministères en charge de la salubrité, malgré le très annoncé mais encore entendu programme Niamey Niala, et malgré les innombrables engagements des autorités municipales, rien n'est fait. La ville a encore du mal à se débarrasser de cet tas d'immondices. Le reportage. Dans certains quartiers pourtant bien urbanisés de la capitale, les scènes d'insalubrité sont toujours désolantes et constituent malheureusement un calvaire pour les riverains. On vient tout verser ici. Moi, j'ai parlé fatigué. Il y en a même qui me demandent si les lieux appartiennent à mes parents. Ce n'est vraiment pas normal. Moi, tout ce que je peux dire aux autorités, il faut savoir si tu as décidé de prendre des choses pour la population, quoi, que tu as décidé que tu vas faire quelque chose pour la population, ceux qui veulent le prendre, quoi. Maintenant, vraiment, la vie est trop sale, quoi. La vie est trop sale, vraiment.
surtout dans notre territoire là, tu vois comment les gens dévient trop là quoi. Mais c'est tout ce, si il y a des choses qu'ils peuvent faire, moi je l'encourage. Sinon, quoi. Voilà. Dans certains coins de la ville, en effet, ce sont des eaux usées et des déchets de tout genre qui tentent d'envahir les voies et des places publiques, sous l'œil impuissant des habitants de ces zones et des autorités municipales de la ville de Niamey. Une insalubrité grandissante qui constitue également des germes de danger grave pour la santé des populations, notamment les plus pauvres qui ne cessent de lancer leur cri de cœur. Nous, les femmes du quartier, nous avons même organisé des séances de salubrité, mais en vain. Il faut vraiment que la mairie nous aide, au moins en nous accordant des poubelles. Sinon, nous, on est déjà fatigués des problèmes de ces tas d'ordures. Irwa fisai go girwi irsi kanir situn fisi ba chini da haro kakalir fuwaira wallahi fisai wo me ledai gun ba sayir windo me irga habu susu bay kunni di ledai matki figi figinda. Il ne faut cependant pas perdre de vue que la propriété d'un espace géographique dépend en partie des attitudes d'hygiène de ses occupants qui créent ces immondices. C'est dire qu'il paraît important que les efforts des municipalités et au-delà du ministère en charge de la salubrité urbaine soient accompagnés de campagnes d'échange et de sensibilisation avec les populations les plus concernées afin de trouver des solutions plus concrètes à ces problèmes récurrents d'insalubrité dans la ville de Niamey. Monsieur Yacouba, offrir de l'eau, l'accès à l'eau à des habitants qui vivent dans un quartier aussi malsain, c'est deux défis en même temps. C'est juste, ça c'est vraiment un véritable défi. Comme j'ai dit tout à l'heure, les deux sont intimement liés. La fourniture de l'eau et l'assainissement, la promotion de l'hygiène sont intimement liés. Ici, il faut se dire que c'est vraiment la problématique, c'est le changement de comportement. Je pense que il faut que au niveau de ce pays, au niveau des communes, qu'il y ait de véritables programmes pour un changement de comportement au niveau des populations. Et de passage, je me réjouis que le REGIA, le réseau des journalistes et assainissement, a entrepris de ces campagnes-là pour sensibiliser les gens à pouvoir assainir leur milieu. Ça, c'est vraiment, il faut saluer les REGIA dans ce sens-là. Et je pense que au niveau des maires, malheureusement, on ne sent pas une sorte d'engagement à aller dans ce sens-là. Parce que, quand vous vous rendez compte, quand vous êtes dans les écoles, vous avez dans des écoles où vous trouvez des immondices, des petites choses. Quand vous prenez les caniveaux au niveau des Niamey, ils sont pleins de matelas, ils sont pleins de vieux pneus, et vous allez trouver même des vendeurs de viande ou des vendeurs de nourriture à côté de ces caniveaux, alors qu'il y a de l'eau sale, il y a des immondices à côté. Tout ça, c'est des dangers de santé. Moi, je pense que actuellement, nous avons beaucoup d'ONG qui œuvrent dans ce sens-là. Mais les choses ne changent pas. En ce moment-là, il faudra vraiment que la commune, avec ces ONG-là, fasse un véritable programme pour vraiment un changement de comportement. Ailleurs, la personne, quand vous venez dans certaines villes de la sous-région, quelqu'un ne peut pas boire de l'eau et jeter un sachet dans la rue. Quelqu'un va te dire non, c'est pas ça. Et ça, c'est parce que le comportement a changé au niveau de ces zones. Exactement. Oui, mais permettez que je vous donne quelques chiffres que nous avons recueillis à tout hasard. 780 millions au XXIe siècle, 780 millions de personnes à travers le monde n'ont pas accès à l'eau potable. 2,5 milliards n'ont pas accès à des services d'assainissement adéquats. Et entre 6 et 8 millions meurent chaque année de suite de catastrophes ou de maladies liées à l'eau. Des chiffres effarants sont-ils en train d'aller vers la baisse ou c'est des chiffres ascendants à votre avis, la situation? Quand vous prenez globalement au niveau du monde, ça change. Ça évolue positivement. Mais malheureusement, quand vous essayez de
revenir en Afrique, ou particulièrement au Niger, ces chiffres descendent malheureusement. Et pour parler du Niger et finir, monsieur le représentant résident, nous sommes, si j'ose dire, pratiquement à l'aube de 2015, les OMD. Vous en êtes où par rapport à l'eau et à l'assainissement? Effectivement, on a fait, quand vous prenez le bilan de fin 2013, nous avons en milieu rural seulement 7% des personnes qui ont accès à un assainissement convenable. 7% seulement. 7%. En milieu rural. En milieu urbain, vous êtes autour de 70% malgré tout. Quand vous prenez l'eau, vous avez en milieu rural seulement la moitié qui ont accès à une eau. Ça aussi, quand on prend en compte par exemple les pompes ou les forages, les puits qui sont en panne, c'est du simple du sable. Quand vous prenez en plus une autre problématique de l'accroissement de la population, vous avez... on a travaillé avec les chiffres de 2001, dont le taux de croix est 3,3. Maintenant, nous sommes à 3,9. Ce qui veut dire que si on refait les calculs encore, ça va encore rechuter. Donc, ce qui veut dire qu'on a de sérieux problèmes pour l'atteinte des hommes qui, dans un an et quelques, ça va finir. Donc, maintenant, c'est que les uns et les autres sont en train de réfléchir, même sur le niveau mondial, de réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire après 2015. Et avant, dans les hommes de 2015, il n'y avait pas un objectif spécifique pour l'eau et l'assainissement. C'était greffé à un autre objectif qui concerne l'environnement de façon globale. Mais c'est que les uns et les autres sont en train de faire les plaidoyers, même au niveau international et national, pour qu'il y ait, pour la prochaine décennie, qu'il y ait un objectif clair pour l'eau et l'assainissement. Comme ça, ça va permettre à ce que les autorités ou les différents gouvernements mettent en avant cette activité aux priorités de leurs agendas. Comme ça, ça pourra peut-être permettre de booster cette problématique de l'accès à l'eau et aux services d'assainissement. Au niveau de la rédaction de Talabari, nous vous souhaitons toutes les chances pour y réussir. Merci d'être venu, monsieur le représentant résident. Merci. Et merci pour l'éclairage que vous venez de nous donner et restez aussi avec nous pour la suite de ce journal. Merci beaucoup. Merci. Poursuivons donc la nuit des trophées hier au Grand Hôtel de Niamey où les meilleures femmes leaders 2013 ont été récompensées. C'est la première édition de l'initiative 8 mars, 8 femmes de l'agence de communication Afrique Média Communication et le groupe de presse Tambara. Michel Didji, Aboubakar Souley pour le compte rendu. C'est une initiative qui vise le rayonnement de l'image de la femme nigérienne et la promotion du leadership féminin. Dans son mot de bienvenue, le promoteur de ce concept a affirmé que la sélection de ces 8 femmes a été basée sur des reportages de la télévision Tambara, dont le représentant a également pris la parole pour indiquer la place de choix qu'occupe la femme dans cet organe de presse. Comme vous le savez, le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale de la femme est l'égalité pour les femmes, un progrès pour toutes et tous. Représentant plus de la moitié de la population nigérienne, les femmes sont incontestablement un pilier principal du développement du Niger. C'est conscient de ce rôle positif que le groupe de presse Tambara a placé la femme nigérienne au cœur de son programme. En effet, 70% de notre programme sont consacrés à la promotion de celle-ci. Investir envers la femme et des filles a un effet multiplicateur sur la productivité. Tout ceci pour vous dire, mesdames et messieurs, que cette manifestation a sa raison d'être. Elle rappelle que les femmes nigériennes s'inscrivent pleinement dans l'histoire de leur pays et dans celle du monde entier. Elle nous exhorte aussi à plus d'engagement et d'affirmation de soi pour qu'ensemble, nous puissions pleinement contribuer au développement socio-économique de notre pays, le Niger. Une initiative vivement saluée par le représentant du parrain de cette cérémonie. Cette initiative est parfaitement en harmonie avec la politique du gouvernement qui fait de la promotion de la femme
un des piliers essentiels du développement. À cet effet, permettez-moi, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement et à mon nom propre, de féliciter les 8 meilleures femmes leaders de l'année 2013. C'est aussi l'occasion de remercier tous les médias de notre pays, en particulier le groupe de presse Tambara, le Miroir de la Femme et l'agence Afrique Communication pour leurs efforts constants dans la recherche du bien-être de la femme. Comme l'indique ce concept, ce sont au total 8 femmes issues de plusieurs secteurs qui ont été honorées pendant cette cérémonie. Du côté de la société civile, le choix a porté sur 2 femmes, à savoir Madame Soli Ramotou Dugren et Madame Naomi Binta du Rotab, qui a eu à dédier ce trophée à toutes les organisations de la société civile nigérienne. Une autre femme particulièrement distinguée, c'est la secrétaire générale du ministère de la Communication qui s'est pleinement investie pour une meilleure réussite de cet événement dont le rendez-vous de la 2e édition est pris pour l'année prochaine. Ainsi va ce monde et ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous qui nous suivez et bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.